Bon, merci Marlène pour cette introduction. En attendant que le PowerPoint... Ah, ça y est, il est en place. Merci beaucoup Thomas. Pourquoi rêverie le long du fleuve de Beyrouth? C'est parce que je sais qu'il y a eu de nombreux master plans qui ont pris en compte le fleuve de Beyrouth, mais qui n'ont jamais abouti, enfin dont on ne voit pas, je dirais, encore les effets du moins, et parce que même du temps où Beyrouth était la ville heureuse avant la guerre, enfant, j'ai toujours été interpellée par ce caractère délaissé du fleuve de Beyrouth. Il y avait longtemps que Beyrouth n'était plus le Beyrouth dont le fleuve constituait la limite administrative, c'était devenu déjà le Grand Beyrouth. Je suis en train de parler des années 75, dans ces années-là, et cet endroit était tellement délaissé, que j'avais l'impression que c'était la partie émergée de l'iceberg de la grande défaillance des infrastructures au Liban, qui plusieurs années plus tard allait nous mener à ce grand oublié qu'a été la charge terrible du port, comme si vraiment toute cette zone était laissée dans un négligé incroyable 30 ans après la guerre. Donc, ce qui s'est passé, alors je vais être rapide, hein, mais donc rassurez-vous, ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu la chance en 2013, donc il y a 8 ans, d'être invités à travailler sur un projet qui se situe ici. Donc nous sommes dans une zone industrielle en requalification qui se trouve le long du Nahar, donc vous voyez ici en rouge. Le port se trouve, évidemment tout le monde connaît, mais le port se trouve à gauche de l'image. Et donc j'ai pu redécouvrir ce quartier. À l'époque, on était quand même relativement optimiste, qui était en train de renaître. Donc, c'est une friche industrielle. Déjà, il y avait des bâtiments résidentiels qui commençaient à sortir de terre, qui commençaient à se construire. Le Nahar était resté à peu près dans l'état où il était, sauf qu'il y avait une voie express qui s'était rajoutée à mes souvenirs d'enfance. Et de l'autre côté, c'était toujours la même barrière infranchissable directement vers les quartiers en face de Burj Hamoud et de Senelfil. Donc voilà le Nahar. En rouge, vous voyez la zone où on est intervenu. Rassurez-vous, ce n'est pas pour vous montrer le projet qu'on a fait, mais je vais juste vous dire avec quel regard d'architecte. On a cette myopie, nous les architectes, ça, on considère l'espace physique, on voit un peu ce qu'il est possible de faire autour d'un projet. Et parfois, peut-être pour reprendre les beaux mots de Jade hier, il y a une forme de métastase positive qui peut se faire. Donc ça, c'était situé vraiment... Oui, c'est ça, mais tu l'avais cité, donc mais je trouve que c'est très intéressant de parler de ça. Je pense que le Nahar donne à la fois, ce fleuve de Beyrouth, l'opportunité d'un urbanisme tactique, mais aussi d'un urbanisme de système, parce que là, nous sommes en train de parler non seulement de Beyrouth, mais au-delà de Beyrouth, et donc il peut nous donner dans ces différentes séquences une manière non seulement de parler du Grand Beyrouth, mais aussi d'intégrer ce qui peut être la limite de la ville et l'introduction à la ville. Donc le site du projet, rapidement, voilà, on connaît tous le Nahar. Le moment où cette photo a été prise, c'était les eaux jaunes de la fin de l'hiver, début du printemps. Nous sommes ici en train de survoler le Souq al-Ahad. Alors c'est vrai, quand le client nous a introduit le terrain, il nous a dit c'est face au Nahar et attention, il y a à côté un marché. Alors j'ai dit pourquoi attention? En France, on dirait que c'est face à un fleuve à côté d'un marché, on dirait mais c'est superbe. Mais non, tu vas voir, c'est Souq al-Ahad. Bon. Alors, Souq al-Ahad, quelque part, finalement, en analysant un peu plus, il prend sa place dans un endroit, je trouve, intéressant. Et on se demande, par exemple, pourquoi ce marché peut-être spontané, peut-être ami, pourquoi on ne le développerait pas? Pourquoi, justement, ça ne permettrait pas de requalifier ce quartier en partant d'initiatives déjà là? Alors, ensuite, on va redécouvrir, à côté du site, la partie surélevée du viaduc qui est le long du Nahar. Et donc, il y a cette situation que dans toute ma vie d'architecte, j'ai appelée la situation beyroutine, c'est-à-dire une forme de dessous de grande infrastructure. En face, il y a un quartier, l'ensemble n'invite pas à marcher, pourtant on pourrait. Et donc, le site était, vous voyez, on voit de l'autre côté ce qui pourrait se passer sous ce viaduc. Voilà une photo du site, nous sommes en 2013, donc depuis le quartier a pas mal changé, la friche industrielle qui était en train d'être qualifiée, un caractère encore vert de tout ce quartier et les tours qui commencent
a émergé. Alors pourquoi les tours? Moi, je n'ai rien contre les tours, personnellement, ça dépend où elles sont. Vu l'échelle du site et le point de repère qu'il faut y créer, la vitesse qu'il y a, je pense qu'ici, c'était approprié de faire des tours. Et donc, c'est un peu ce que nous avons commencé à faire en réduisant un peu les densités et en faisant une étude préalable de ce qui était conseillé de faire dans ce quartier. Donc, le quartier nous est apparu complètement bicéphale, c'est-à-dire un quartier hybride entre un grand axe de Beyrouth, qu'on voit là, des grandes infrastructures qui paraissent assez hostiles d'une certaine manière, et de l'autre côté, vers la colline, un caractère très vert et une friche industrielle en requalification. Donc nous avons travaillé sur un projet qui voulait refléter ce caractère hybride, mais en même temps tirer parti. On parle toujours de ce qui ne va pas, mais c'est vrai que le panorama beyroutain est toujours très beau, et donc l'avantage des tours, je dois le dire d'une manière égoïste, est de pouvoir faire profiter aussi de ce qu'on peut voir au lointain sans se focaliser sur la ville en construction. Et donc le projet, on a senti le besoin par rapport à ce Nahr et par rapport à cette voie rapide de dire on va faire comme une sorte de filtre, d'un buffer, d'un tampon qui va permettre la vie de quartier de s'installer derrière. Et donc notre projet hybride s'est installé avec d'un côté une grande façade sur le Nahr, de l'autre plusieurs plateformes, des jardins suspendus dans lesquels la mixité programmatique du projet s'installe, donc commerce à rez-de-chaussée, bureaux et ensuite logement dans la partie supérieure. Donc, voyez les images du rendu qui avait été faites. Et ensuite, le côté, comme vous voyez, réponse à deux échelles. Donc, l'échelle très fractionnée par rapport au quartier et une grande échelle par rapport au Nahr. Donc, aujourd'hui, il est en grande partie construit. L'explosion du port a heureusement touché que les vitrages du mur rideau. Et donc, on voulait aussi qu'il s'annonce le long de cette voie comme un livre qu'on feuillette, c'est-à-dire de travailler sur le multicouche de Beyrouth. Et là, je vous montre des photos qu'a fait le photographe Marwan Armouche, où justement, ce qu'on a apprécié dans ces photos, c'est qu'il n'a pas voulu gommer ce rapport un peu de télescopage entre un quartier neuf et les différentes couches de Beyrouth. Donc, ce que j'appelais la situation beyroutine, alors elle peut avoir un intérêt. C'est-à-dire, c'est évidemment la couche du fleuve qu'on peut voir ici, il est à sec. Le fleuve qui a été emmuré, c'est assez difficile. La zone qui est en dessous, qui est devenue, on ne sait pas trop quoi, parfois il y a des petits commerces, parfois c'est un parking. Le viaduc qui est au-dessus, le côté infranchissable vers l'autre côté, et le bâtiment que nous avons fait qui répond à d'autres tours. Ici, nous voyons encore une autre image de cette situation urbaine qui, quand même, je dois dire, ça fait partie des urgences de Beyrouth d'essayer de voir ce qu'on peut faire de cette plaie ouverte qui a malheureusement préfiguré un peu la frontière qu'on a connue avec la ligne de front. Une autre image du projet avec toujours ce multicouche, mais ici, l'intérêt de cette image, c'est qu'elle montre la liaison. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire c'est difficile peut-être par rapport aux moyens de l'État libanais ou de la ville de Beyrouth de traiter les 4 kilomètres où le fleuve est emmuré, mais néanmoins, si par exemple on pouvait imaginer que ce genre de liaison avait un avenir, pouvait devenir élargi, peut-être des lieux publics, qu'il y a quelque chose qui peut permettre qu'on puisse aller d'une rive à l'autre, ça serait intéressant. Et cette photo, je n'ai pas résisté à vous la montrer, elle ne vient pas de notre photographe, enfin du photographe qui nous a présenté, c'est Ductal, le High Performance Concrete, qui a fait cette photo édulcorant complètement ce qui se passe autour du projet. Donc voilà, c'est à peu près comme ça. Alors je tiens juste à saluer une chose, c'est que le High Performance Concrete ne se fabriquait pas au Liban, il fallait le faire venir du Maroc. Et grâce à l'initiative de notre maître d'ouvrage, il y a aujourd'hui une société qui le fait sur place. Donc il y a quand même toujours une manière de résoudre les problèmes au Liban. Et je tiens à le dire, c'est le seul pays à peu près où on a pu faire fabriquer le ductal sur place alors qu'il n'existait pas pendant le cours du projet. Donc voilà, donc la façade en ductal. Et ici, pour finir, parce que le sujet c'est Beyrouth, c'est de montrer quand même ce que je vais rapidement survoler avec vous, c'est-à-dire comment on peut traiter cette liaison d'une rive à l'autre. Parce que bien sûr, il y a la question du fleuve, mais il y a la question du Grand Beyrouth, et il y a la question que nous n'aimerions pas voir. C'est-à-dire qu'il y ait ici une enclave en pleine gentrification sur cette colline et que de l'autre côté, on reste quand même dans des quartiers assez populaires auxquels on ne veut pas complètement tendre la main. Ensuite, vous voyez l'autre côté. Alors, l'autre côté, on voit l'autre échelle du quartier et je voulais montrer ça parce que il y a quand même une place. Alors, on parle beaucoup à Paris de l'agriculture urbaine. Vous voyez, aujourd'hui, il y a ces bassatines, ces vergers
qui existent, qui sont encore là. Et c'est rajouté à ça, j'ai vu dans les récentes années, le photovoltaïque snake, c'est-à-dire le serpent de cellules photovoltaïques. Alors effectivement, est-ce que c'était l'endroit de le mettre sur le fleuve? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée quand même de garder à ce quartier un caractère de productivité. Alors, image de Ductal aussi gommant complètement le contexte et montrant un peu une vision assez idyllique de Beyrouth. Alors, ayant gardé dans ma mémoire d'enfant cette plaie ouverte à Beyrouth, ce grand délaissé de Beyrouth, j'ai parfois pensé à notre fleuve, au fleuve du Nahar, en passant dans d'autres villes méditerranéennes ou en passant dans d'autres villes tout court où il y avait des problèmes de césure. Parce que je parlais de d'une rive à l'autre, c'est la première question qui se pose par rapport à Beyrouth, c'est conquérir le Grand Beyrouth, c'est d'essayer de faire des liaisons. Alors là, je vous montre rapidement une situation qu'on a dû traiter par une étude, c'est à Santiago du Chili, la Panamericana qui traverse la ville de Santiago et qui divise en son centre la ville entre un quartier assez déshérité à gauche de l'image et un quartier plutôt aisé à droite de l'image. Et effectivement, la municipalité a lancé toute sa campagne électorale sur le thème « Je vais couvrir l'autoroute ». Je ne milite pas pour la couverture du fleuve de Beyrouth, je le dis d'emblée, mais quand même l'idée de pouvoir utiliser relier les deux rives d'une ville, créer des espaces verts, favoriser les transversales, essayer de trouver une trame verte pour la ville et de pouvoir recréer avec ce nouvel élément à grande échelle qui peut changer les choses et de voir comment ça peut se répercuter à la petite échelle comme à la grande échelle de la ville est intéressant. Donc il y a bien sûr la piétonisation qui peut s'installer, il y a des parcours de touristes, il y a des parcours cyclistes sur lesquels on peut travailler, mais aussi, je pense que ça peut être transposé à Beyrouth, les intersections, c'est ce que je montrais sur les images, c'est-à-dire si au moins, un minima, dans le fleuve de Beyrouth, on commençait à traiter les intersections de manière à ce qu'elles invitent à franchir. Voilà, donc là, on avait fait toute cette analyse, séquence par séquence. Et après, se pose quand même, dans la question du fleuve de Beyrouth, qui n'a jamais réussi à nous faire rêver quand on était enfant, c'est qu'il est très souvent sec et plus souvent un égout à ciel ouvert. Donc, dans mes voyages, dans mes pérégrinations, je voulais voir quel était le devenir de ces fleuves souvent secs. Alors, effectivement, un des fleuves qui m'a le plus frustrée, mais après je me suis quand même posé des questions, c'est celui de la Touria. On est à Valence, on est en Espagne, et la Touria, elle a inondé Valence dans les années 50, fin des années 50, et du coup on l'a détourné. Et donc il est arrivé, on l'a asséché, là le lit de la Touria que vous voyez là, et effectivement, qu'est-ce qu'ils ont pensé tout de suite? Faire une autoroute. Alors, c'est un peu comme au Liban, on a fait passer les voies rapides là où il y avait le fleuve, mais sauf que là-bas, un mouvement Queremos un río verde, nous voulons un fleuve vert, a pris le dessus, a transformé en espace public avec des bâtiments publics ce qui était le lit de la Touria. Alors, à Nice, par exemple, si on prend la ville de Nice, et c'est là que ma rêverie sur le fleuve de Beyrouth est née, bon, il y a le Paillon. Le Paillon, on voit qu'il pouvait présenter quand même quelques de ces aspects de fleuve sec qu'on a dû emmurer, endiguer, et qui finalement, dans des parties aujourd'hui encore non traitées, représentent quelque chose qui pourrait nous rappeler presque Beyrouth. Ben, finalement, couvert dans la partie de la ville, dans la partie où il y a le centre-ville, après avoir été emmuré, il donne lieu à ce jardin où il y a quand même une réminiscence de l'eau, où les enfants viennent, où il y a un transport avec un tramway, on l'espère beaucoup pour Beyrouth quand même, qu'il puisse y avoir ces mobilités douces et qui permet, mais ça a été fait déjà dès le 19e siècle, de créer aussi ces jardins. Et ensuite, effectivement, le rêve sur Beyrouth pourrait continuer. On peut penser qu'on peut arriver par ce genre de parcours au port et peut-être assumer que c'est une partie productive de la ville, mais que néanmoins, elle a sa beauté, elle a sa poésie, parce qu'elle peut nourrir aussi la ville dans tous les sens du terme. Voilà. Donc après, comme le Liban aime regarder à l'ouest, mais aussi à l'est, je vous montre ici très rapidement un projet qui va se faire après la Coupe du Monde au Qatar de 2022. C'est dans la ville de Lusail, au nord de Doha, et on a travaillé avec Michel Desvignes sur un éco-wadi park. Le wadi, c'est encore plus sec que le fleuve de Beyrouth, mais pendant 5-6 jours par an, ou un peu plus peut-être, il y a beaucoup d'eau. Et donc l'idée, c'était de traverser sur 2 kilomètres tous les écosystèmes qu'il y a du désert vers les mangroves. Donc là, on voit la naissance de ce Wadi Park dans le désert. Ensuite, une oasis urbaine. On peut imaginer pour le fleuve de Beyrouth des vergers urbains
il y en a quelques-uns aujourd'hui, comme je l'ai montré, mais on aimerait bien les pousser. On pourrait imaginer ce genre d'ambiance qui reste axée sur le côté productif, une ferme qui est une ferme éducative, et ensuite, pour finir, les mangroves, parce que ça fait partie du paysage qatari. Et enfin, toujours parlant de ces fleuves secs, je voulais quand même partager avec vous ce prix de l'Agacan. Évidemment, nous, on n'y est pour rien. Ça a été gagné il y a 10 ans, et moi, je n'ai pu que l'apprécier en tant que visiteur de Riyad. C'est l'Ouadi Hanifa à Riyad, où finalement, bien sûr, c'est les moyens de l'Arabie saoudite, mais ici, ce fleuve sec a réussi entre guillemets, à jongler entre des périodes où il y a des crues, les gens ne sont pas là, mais quand il est sec, on peut voir spontanément des constitutions de lieux de promenade, de lieux de pique-nique, comment l'écosystème a été revitalisé, comment il y a la biodiversité qui est là. Et le fleuve de Beyrouth, c'est 29 km, il pourrait nous mener dans des zones en amont de la ville. On pourrait le décliner jusqu'à le faire arriver au port en imaginant justement tous les écosystèmes, y compris l'écosystème urbain, qu'il pourrait traverser, et jusqu'à travailler sur cette idée quand même d'avoir un fleuve tantôt sec, tantôt espace public. On peut l'imaginer à Beyrouth, et donc je me suis permise de rêver à tout cela. Voilà, je vous remercie, et puis espérons le meilleur pour Beyrouth.